Salut les petits loups, aujourd'hui je vous emmène au Mondial de l'Auto de Paris. On va voir s'il est aussi bien qu'il est décrit. Allez go, direction. Et là c'est pour essayer les caisses. Alors la plupart sont électriques, on va voir ce que ça donne. C'est ce qu'ils appellent eux un centre d'essai. Donc il y a Ford, Alfa Romeo et les chinoises. On va essayer de tous les tester et je vous dirai ce qu'il en est. Allez ciao les petits loups, direction le salon. Et là, c'est l'une des entrées du salon. Alors là, c'est le centre d'essai. Je vais aller essayer de m'inscrire. Et je ne sais pas si l'inscription, c'est pour tout de suite. Enfin, tu t'inscris maintenant. Je ne sais pas quand est-ce que l'essai sera réalisé. Allez, go. Bon, les petits loups, pour les essais, il faut forcément avoir son permis. Et chose que j'ai oublié à Lyon. Allez. Là, c'est la Renault 5 Turbo. Ah oui, mais regardez. C'est des mecs qui retapent des caisses. Donc... vous avez ça tout le long, les petits loups. Distribution de fly. Là, c'est le Mans pour acheter du textile. Là, c'est les tableaux. Ça, c'est pour les croisières vertes avec de l'électrique. Mais bon, vu comment l'électrique est... comment on retire tout ça, pas sûr que ce soit aussi vert que ça. Allez, direction de la vraie thermique, les petits loups. Bon là, c'est Alpine, Renault, 24 heures de Mans, tout ce que tu veux. Faut aimer les petits loups. Là, c'est tous des produits dérivés. Bon, l'avantage d'aujourd'hui, c'est que l'entrée, je l'ai payé 10 balles parce qu'il y avait un petit souci informatique. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est plein de voitures que tu peux acheter en grande surface. Et voilà. C'est sympa. Bon, c'est sympa. C'est la pure sang. Vous l'avez déjà vu. Alors le problème de ce salon, la Ferrari, elle est belle. On l'a déjà croisée à Lyon, celle-là. Elle est belle. Et en fait, eux, ils font de la remise à niveau en termes de peinture. Bah, le problème de ce salon, c'est bien, mais voilà, c'est un peu trop éparpillé, les petits loups. Donc, je sais pas comment c'est foutu. Regardez, là, tu peux tomber sur le 4L Trophée, nickel. Ah bah, les roues, du coup, ça peut rien avoir avec une bonne vieille 4L. La sellerie, tout ce qu'il y a été changé, les petits loups. Et ça, c'est la leur. Ça, c'est le petit bruit. Et voilà l'intérieur d'une 4L tout retapée, les petits loups. Magnifique. Et ça, c'est toi qui l'as retapé avec ton collègue? Ouais, on l'a retapé. Du coup, c'est ta caisse? Ouais. Ah, et tu fais le trophy, le 4L... Trophy. 4L Trophy, on part en février. Au Maroc? Oui. En fait, on part de Biarritz, ouais. On traverse toute l'Espagne, ouais. On prend le bac à Algeciras, ouais. On arrive à Tanger, ouais. On fait le tour du Maroc et on arrive à Marrakech. Ah, okay. C'est possible de s'asseoir à côté? Oui, bien sûr. Et un mètre, bon les gars, il est sympa, il nous fait nous asseoir. On va voir si avec mon gros gabarit je rentre dedans. Oh putain. Bon, l'avantage c'est les sièges, mais autrement il faut vraiment être petit ou l'adapter ou l'aménager. Bon, en tout cas, je te remercie, c'est sympa. Et celle-là, elle fait que le désert ou elle fait tous les types de rallye? Quand tu l'aménages que pour le Maroc ou tu peux faire tout avec? Techniquement, elle avait déjà fait le 4L Trophy une fois. Ouais. Nous, on l'a acheté dans l'optique de faire cet événement-là. Ouais. Parce que c'est celui qui nous intéressait le plus. Après, je pense qu'elle peut potentiellement en faire d'autres. Okay. Mais l'avantage du 4L Trophy, c'est que c'est pas une question de vitesse, c'est une question de distance, c'est une course d'orientation. Ouais. C'est celui qui parcourt le moins de kilomètres qui gagne. Donc, à voir si elle peut en faire d'autres, si la performance va pas être limitante, mais sinon oui, pourquoi pas. Ah, okay. Et on n'est pas à l'abri de refaire d'autres participations aussi. Et j'ai vu qu'à la place du GPS, c'est une boussole qui vous dit. Oui. Non, sérieux? Oui, c'est vrai. Tu mets ta carte et vous avez pas... Pourquoi? Parce que le GPS est interdit? Oui, on n'a pas le droit au GPS, c'est une course d'orientation et de toute façon on ne capte pas au Maroc. Ouais. Enfin, pas dans les endroits où on va passer parce qu'on passe en plein désert. Du coup, ça va être les vieilles cartes, la vieille méthode, les cartes et la boussole. Ah, donc la boussole qui est sur le tableau de bord, c'est vraiment celle qui vous indique... Ouais. Okay. C'est celle qui va fonctionner. Donc ça fait quoi? C'est
ton copilote, c'est lui qui lit la carte et c'est toi qui conduis ou C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. Après, il y a pas mal d'itinéraires qui vont nous forcer à sortir de la route pour traverser en plein désert, donc dans les dunes, etc. Ouais. Là, grosso modo, ça va être tout droit, mais oui, il y a une notion de gestion de la distance. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a où est-ce qu'on s'arrête, parce qu'on est en permanence avec d'autres trophistes, il y a les bivouacs, etc. Ouais, c'est un peu l'organisation. Il y en a un qui conduit et l'autre qui organise. Et combien de fois avec celle-là, tu t'es enduné? Tu t'es tombé dans les dunes? Pour l'instant, on l'a pas fait encore. La voiture a déjà fait le 4L Trophy, mais nous, c'est notre première participation. Ah, elle y est partie, mais du coup, vous l'avez racheté, retapé ou c'est la location? Non, on l'a acheté, on l'a retapé. D'ailleurs, si tu veux, on filme juste là, comme ça au début. Ouais. Ça retrace un peu tout ce qu'on a fait comme travaux dessus. Ouais. Comment on a monté notre atelier, comment on l'a repeinte, etc. Ouais. Le précédent propriétaire, d'après ce que j'ai compris, il l'avait acheté à peu près 3 mois avant le départ. Ouais. Donc il n'avait pas trop le temps ni trop le budget. Il l'avait juste repeinte à la bombe. On a vraiment tout redémonté, on a viré toute la rouille qu'il y avait. Ouais. On a tout repeint dans les règles. On l'a restiqué. Cette fois, extérieurement, elle est prête. Ouais. On a encore toute une partie mécanique où on va changer les kits freins et suspension à l'avant. Ouais. On l'a rehausser un petit peu. On va faire une révision mécanique complète aussi. Ok. Et je veux, il y a beaucoup de boutons, ils servent à quoi en fait? Alors, c'est quoi, c'est carrément un avion Il y en a pas mal pour la déco. Ouais. Après, il va y avoir des adjonctions pour la barre LED sur le toit. On a aussi un starter parce qu'il peut starter le bouton pour faire coup de circuit avec le démarreur. Ouais. On va avoir aussi des systèmes de ventilateur à l'intérieur. Sous 45 degrés, il va fait chaud. Et il va aussi y avoir une LED à l'intérieur pour éclairer de nuit. Ok, et une LED comme ça, tu éclaires jusqu'à combien à peu près? 10 mètres, 20 mètres? De quoi, une bande LED comme ça? Ouais. Ça éclaire très très fort. Ça éclaire jusqu'à combien? Je sais pas, mais c'est encore bien plus puissant que les pleins phares. Ouais, donc ça fait 150 mètres facile. Je pense, oui. Et c'est possible de voir à l'intérieur du coffre? Oui, bien sûr. Alors, il y a des affaires, il y a tout ce qui est. Ouais, mais du coup, vous dormez même pas dedans quand. Non, en fait, on bivouac. C'est le bivouac. On monte une tente. Ah ouais. Donc, on a le droit d'embarquer 300 kg de matos, nous compris, avec notre poids dedans. Donc, Marin et moi, nous deux, on doit peser dans les 150 kg. Il reste plus que 150 plus que 150, il faut amener l'eau. Ouais. Donc, on enlève encore 70 kg. Ouais. On va arriver vers 80 kg de matériel. Et là-dedans, il faut compter les tentes, les réchauds, la nourriture, donc ça va être des rations, des choses comme ça. Plus tout ce qui est plaques de désensablement, les roues de secours. Ouais, c'est ça. Et un truc tout bête, t'as vu, pour faire le bon vieux Paris-Dakar, le droit d'entrée c'est 100 000 €. Et 4L Trophy, c'est combien? Le droit d'entrée c'est 3590. Je parle sous contrôle de l'organe. Okay. Et il y a un bulletin de préinscription à 400 €. C'est-à-dire que tu peux réserver ta place à l'avance. Ouais. Je crois que c'est ouvert à peu près un an à l'avance. Ouais. Tu payes 400 €, comme ça tu as ta place réservée et ça te laisse le temps d'aller chercher des sponsors qui vont te permettre de payer le prix de l'inscription. Okay. Ou alors tu peux le payer de ta poche. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et l'avantage c'est que vu le nombre de sponsors qu'on a, on n'a pas eu à débourser quoi que ce soit. Bien, on a acheté la 4L, c'était sur nous. C'est le plus beau achat. Ouais, toute la préparation et toute la participation, on n'a rien à sortir. Ah, ok, d'accord. Et l'équipement du véhicule, parce que je sais que pour un Paris-Dakar c'est 100 000 € d'entrée, plus tu as un budget pour le véhicule, autrement ça passe quoi? Alors pour le 4L Trophy c'est assez simple. Faut que ça roule. Ouais, il faut que ça ait le contrôle technique. Il faut que ça ait le contrôle technique et il faut que le moteur soit pas trop modifié. On va pas mettre un V6 dans une 4L, mais tant que le moteur est à peu près d'origine et que la voiture a le contrôle technique, on peut rouler. Après, il y a quand même des éléments de sécurité obligatoires. On a besoin d'avoir un extincteur de chaque côté, 2 trousses de secours. Après, tout ce qui est signalisation, les triangles, etc. Et on a 2 plaques de protection en acier qui doivent faire un demi-centimètre d'épaisseur pour protéger le réservoir d'essence à l'arrière et le carter d'huile à l'avant. Ok, et donc les 150 kg restants sont là. Oui, c'est ça. C'est assez spartiate. Faut qu'on aménage encore parce que ça va être des systèmes de caisse et de rangement. Il faut qu'on va encore mettre un plancher en bois, installer des structures pour pouvoir enquiller des caisses suffisamment facilement et pouvoir avoir un rangement qui soit vraiment optimal. Mais dans l'idée, c'est là-dedans que ça va loger et sur le toit. Ok, donc on va dire, je te dis une bêtise, le départ d'une étape c'est 8 heures. Oui. Supposons l'arrêt de la course il se fait à 17 heures. Peu importe, tu trouves à 17 heures sur le bivouac. Tu dois arrêter. Non, c'est dans l'ordre en fait. On part le matin, on part tous du même endroit. Point de départ, on nous dit le rendez-vous il est là et on arrive au rythme qu'on a envie.
mais tout le monde doit se retrouver à ce point-là le soir. Il y a un point de rendez-vous. Ouais. Et, c'est après constat des compteurs, c'est celui qui a roulé le moins qui remporte l'étape. Qui a roulé le moins. Qui a fait le moins de kilomètres. Ah, ok, d'accord. Tu veux comment faire le même, moins de kilomètres sur une même distance? Parce que l'itinéraire fourni par le 4L Trophy, c'est surtout par les routes. Mais si on coupe à travers champs en plein désert, il y a moyen de raccourcir l'itinéraire. C'est comme ça que tu gagnes. Voilà. Et du coup, c'est un peu la course d'orientation on regarde les cartes, on regarde la boussole, et à l'orientation, quel est l'équipage qui trouve le chemin le plus court. Ok, d'accord. Donc là, en ce moment, on fait gagner l'organisation du 4L Trophy, on fait gagner des frais d'inscription pour un équipage et un tirage au sort pour l'engagement 2026. Ok, bah tout ce que je peux te sauter, c'est le meilleur. Mais comment Merci beaucoup. Avant, c'était pour les femmes, comment ça se fait que c'était une mix? Non, c'est le Gazelle Trophy. Ah, c'est toujours pour les femmes et l'autre, ils en ont rendu un mix, c'est ça? Le 4L Trophy, maintenant, je crois que ça a toujours été mix. Ok, pas de soucis. Voilà. Bon, en tout cas, force et honneur, et salam, et bon voyage alors. Merci beaucoup. Allez, ciao. Donc là, les petits lots, c'est des mecs qui se sont donné les moyens de faire et de vivre de leur passion. Donc, en espérant qu'ils aillent loin et qu'ils gagnent. Allez, go. Bon, là, après, vous connaissez, c'est les vannes aménagées, l'aménagement de vannes. Juste là, ils aménagent supercar sur supercar. Là, c'est taillé pour l'aventure. Pour le plaisir, c'est de la Merco. Tout est là. Mais bon. On va aller voir côté Alpine. Allez, go. Et là, les petits lots. Vous l'avez vu, c'est celle-là. Salut, c'est qui l'a conçue, celle-là? C'est nous, on va dire. Ouais. On est une équipe d'étudiants de l'ESTACA, donc l'école d'ingénieurs. Là, c'est le stand de l'école d'ingénieurs. Ouais. Et avec ça, tu vas sur quel type de course? C'est juste pour le plaisir ou s'il y a vraiment un but de compétition? Il y a un championnat après, c'est ça. C'est le championnat, c'est la Formula Student. En gros, c'est un championnat avec que des équipes d'étudiants de plein d'universités du monde. Ouais. Et donc, chaque équipe conçoit sa voiture de A à Z. Donc, il y a un règlement un peu comme les compétitions. Chaque équipe fait sa voiture de A à Z. Et puis l'été, on la met sur circuit. Pour savoir quelle est la plus rapide. C'est ça. Et il y a plein de petites catégories. Ouais. Mais le principal, c'est vraiment une compétition d'ingénierie pour avoir la meilleure voiture. Mais tu fais comment pour être un ingénieur et à la fois un vrai pilote? Parce qu'au final, il y a plus de sécurité qu'un mec qui conduit réellement dans une voiture, dans un type de véhicule comme ça. Ça a plus de sécurité au jour d'aujourd'hui, les vrais pilotes, ça se fait plus. Maintenant, toutes les voitures, aide à assistance, ABS et toutes les conneries qu'on veut. Pour le coup, il y a vraiment zéro assistance. Ah, il n'y a rien? C'est vraiment du pilotage pur. Ouais. Et ça va à combien alors? Ça, par exemple, là, on sort 88 chevaux pour 240 kg. Ouais. Donc, c'est nous, on se limite en fait. Parce qu'avec le pack aéro et tout, on a des limites en vitesse de pointe. Ouais. Mais par exemple, sur les petits circuits sinueux, on peut plus de 105, on peut prendre 110 km/h facile avec la troisième, des choses comme ça. À 110, le véhicule, il est stable ou ça bouge? Il est stable quand même. Avec l'aéro, on génère pas mal d'appui, donc on reste stable quand même à ces vitesses-là. Parce que je travaille sur l'aérodynamique. S'il me dit que c'est pas stable à 110 km/h, ça veut juste dire que moi je fais pas mon travail. Non, mais du coup, vous l'avez stabilisé avec ça justement pour faire, de façon à ce que l'air bloque la voiture. Ouais, c'est ça, on a voiture. tout un travail sur l'aérodynamique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, les câbles là, que vous montrez justement, c'était vraiment pour rigidifier et tenir. Okay. On a des engagements surtout avec le règlement aussi pour la rigidité de nos pièces. Ok. Et pour limiter le système de friction, vous avez fait comment? Parce que moins ça frotte à l'air et puis ça va vite. Moi je génère moins d'appui aussi. Donc à partir d'un moment là, c'est bien de générer moins de friction, mais pour atteindre des hautes vitesses. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est de la vitesse de passage en courbe. Et donc en courbe, il faut générer de la motricité. Et pour ça, il nous faut de l'appui aérodynamique. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, les parcours sont tellement sinueux que la traînée nous importe peu, il faut surtout l'appui. Ok, et dans votre compétition, vous avez une puissance, les chevaux sont limités en termes de puissance ou... On va avoir une bride à l'admission. C'est pour ça que vous pouvez voir ce petit cornet là. C'est lequel, fais voir? Juste ici. En fait, ce diamètre-là, c'est une bride à l'admission et donc on va être limité à l'admission. Et c'est comme ça qu'en thermique, on va être limité en termes de puissance du coup à la fin. Du coup, on joue quand même sur la carte moteur pour sortir 88 chevaux et avoir du coup. Parce que ce qui nous intéresse dans les parcours sinueux. C'est pour ça qu'on fait vraiment tout un développement de véhicule
pour avoir un véhicule le plus réactif possible, qui a des comportements sinueux, qui accélère le plus vite. C'est pas la vitesse de pointe qui nous intéresse, mais par exemple ça va être un 0 à 100 ou quelque chose comme ça. On va faire en 4 secondes 5 avec ce véhicule. Et la meilleure équipe du monde, par exemple, on le fait en moins d'une seconde cet été. Ah ouais. Donc ça commence, oui, à... Ça tape bien, ouais. C'est ça. Et du coup, pour savoir, les pédales, elles sont devant comme en Formule 1 ou c'est juste... C'est ça. Bah là, en fait, les pédales, moi, pour vous dire, quand je roule, j'ai vraiment les pédales qui sont à ce niveau-là, quasiment. Ok, ouais, c'est ça. Okay. Et durant votre course, vous avez tous le même type de véhicule ou c'est des véhicules qui ont un gabarit, enfin... Bah, c'est cher. En fait, on a un règlement à respecter, et donc il va quand même avoir des différences entre les véhicules. Ouais. Là, au terme de châssis, ou on va avoir un volume, notamment sur l'aérodynamique. Chacun va avoir un pack aéro différent par rapport à comment ils l'ont travaillé, comment ils l'ont fabriqué, aussi les moyens qu'on a au sein de l'association pour le faire. Et donc, du coup, tous les véhicules ressemblent à... Bah, c'est ça, en fait. Là, donc ça, c'est notre véhicule. Et on va avoir, donc ça c'est notre dernier véhicule thermique et nous on passe à l'électrique. Donc entre les thermiques et l'électrique, il y a déjà une différence encore une fois dans le design. C'est pas bien polluer la planète avec l'électrique. Après ça on n'a pas le choix, c'est compliqué. En fait les compétitions se ferment de plus en plus au thermique. Au niveau des sponsors c'est très compliqué pour nous de continuer dans le thermique. Donc on a fait cette décision de passer à l'électrique. D'une part pour continuer à trouver des sponsors, mais aussi pour découvrir cette nouvelle technologie, cette nouvelle énergie. Moi, je voudrais travailler dans le moteur plus tard et c'est quand même, faut se renseigner sur ces nouvelles énergies avec l'électrique, tout ça. Donc, on a développé quand même notre propre batterie, notre propre faisceau. Il n'y a que le moteur qu'on ne fait pas nous-mêmes. Après, tout ce qui est gestion d'énergie, gestion des cellules, même si on sait que l'électrique, nous, on le voit bien en travaillant dessus. Pour l'instant, c'est une énergie qui n'est pas encore renouvelable à 200% et qui continue de polluer, notamment au niveau d'une batterie qu'on va faire avec des cellules. On va mettre environ 750 cellules dans la batterie. Ça représente un coût énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on... Ok. Mais juste pour savoir, parce que tu es passionné par la mécanique et l'auto, façon de parler. C'est ça, oui. Tu fais comment pour passer d'un truc qui crie à un véhicule électrique où il n'y a pas de bruit? On dirait des véhicules téléguidés là. Après, c'est ça. Ce qui va nous intéresser, c'est... Du coup, c'est pas ce qui tue la passion? Je dirais pas que ça tue la... Nous, ça nous fait mal de passer à l'électrique, bien sûr. Cet été, on roulait, on se disait, mais si seulement on pouvait continuer en thermique, on sait où on pourra progresser en thermique, on sait que la voiture a encore plein de potentiel. Après, en électrique, ce qui est intéressant, c'est à quel point les véhicules sont performants dans ces petites catégories-là. Donc, au niveau pour délivrer la puissance, électrique, on va avoir beaucoup plus de couple, beaucoup plus d'accélération. Et petit à petit, c'est comme ça que ça va rendre des véhicules qui sont très performants. Par exemple, les meilleures équipes du monde, au lieu d'avoir un seul moteur électrique, vont avoir 4 moteurs électriques, un par roue. Ce qui fait que les voitures pivotent sur elles-mêmes en faisant des demi-tours quasiment sur elles-mêmes à des vitesses qui sont impressionnantes. Et celui-là, si tu devais faire la comparaison en termes de rapidité entre un thermique comme celui-là et un électrique comme celui-là, ce serait lequel le plus rapide des deux? Je pense par exemple l'électrique sur nos circuits spécifiques irait plus vite que le thermique pour l'instant. Parce que c'est ça, elles arrivent à délivrer la puissance de manière plus rapide. Et c'est surtout en comportement véhicule. Le fait d'avoir un moteur par roue à la fin. Par exemple, si je veux tourner à gauche, j'ai ce moteur droit qui va tourner plus vite que le moteur gauche et donc je vais pivoter beaucoup plus facilement. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir des véhicules électriques qui vont maintenant beaucoup plus vite que les véhicules thermiques. Ok. Et quand tu fais les compétitions réservées aux étudiants en France, elle arrive combien alors? C'est du coup, mais pour information, vous êtes la seule école, il y a plusieurs écoles en France. Vous faites en France, dans cette catégorie-là, on est 3 pour l'instant et il commence à y avoir beaucoup d'écoles qui arrivent. Petit à petit, ça s'ouvre. Après, la France, c'est encore un milieu avec la Formule nationale où on a du retard. Par exemple, à l'Allemagne, on a 10 ans de retard sur l'Allemagne ou sur l'Autriche, qui sont les meilleures équipes du monde et qui arrivent surtout à avoir énormément de partenaires, que ce soit avec Porsche, avec Audi, avec BMW. Chose où, par exemple, nous, pour avoir un Renault ou un Peugeot, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas la même vision du sport automobile en France qu'avec l'Allemagne où il va y avoir énormément le sport automobile qui sera mis en avant, l'Autriche aussi. C'est ça. Ce genre de partenaires. C'est pour ça qu'en France, ça se développe de plus en plus. On voit qu'on est en train de rattraper notre retard, mais on est toujours derrière des différents teams en Allemagne qui sont déjà plus nombreux et ils ont beaucoup plus de connaissances par rapport à nous. On essaie pour l'instant de rattraper le retard, on va dire. Ok. Et sur la route, du coup, tu m'as dit, en France, vous êtes 3 à le faire, 3 grandes écoles. C'est ça. De temps en temps, vous faites des compétitions entre vous pour savoir laquelle des 3 est le meilleur équipe? En fait, on va se retrouver avec les différentes équipes. Là, cette année, il y a la Formule nationale de France, donc la compétition en France qui s'est lancée. Il y a
le test l'année dernière. Ils ont fait la première version cette année, mais c'était réservé que véhicule électrique, donc nous on n'a pas pu y participer. Mais là, par exemple, on a participé, on a fait une compétition sur le circuit de Barcelone cet été avec différentes équipes. On s'est retrouvés sur le circuit de Bugatti Rimac, donc là où Bugatti font leurs tests en Croatie. Et là, on va pouvoir nous comparer à toutes les écoles d'ingénieurs du monde, sachant que sur une compétition, on va être environ une centaine d'équipes quand même. Et en tout, et en formulation dans le monde maintenant, que ce soit aux États-Unis, enfin sur tous les continents, même jusqu'au Japon, il va y avoir plus de 500 équipes en formulation maintenant. Ok, et sur une équipe de 100, vous arrivez à combien? Alors par exemple, en thermique, cette année, on a eu pas mal de problèmes parce qu'il y a différentes épreuves. Il va y avoir du statique, et il va aussi y avoir du dynamique. Donc sur statique, on s'est super bien débrouillé cette année. Et en dynamique, on a toujours les problèmes de la fiabilité. Donc même si on a été rapide sur une épreuve, par exemple, on va avoir l'endurance. On va venir marquer des points si on fait cette endurance. Et on a perdu un élément de la voiture, donc ce qui fait que malheureusement, ils nous ont disqualifiés. Et sans ça, sinon, on serait dans le top 5 en Croatie et on aurait pu être sur le podium à Barcelone. Ah, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas sur le nombre de tours effectués, mais sur le nombre d'accélérations réussies. Non, pour faire l'endurance, c'est un nombre de tours à effectuer. Et malheureusement, en Croatie, on a perdu un composant, ce qui fait qu'ils nous ont disqualifiés. Et en Espagne, on avait super bien roulé, on était dans les meilleurs chronos, on jouait le troisième au classement général. Et malheureusement, on a eu une toute petite fuite d'huile au niveau de notre capteur de rapport engagé. Ils l'ont compté. Et ils l'ont compté, ils nous ont disqualifiés. Parce que c'est un règlement qui est hyper strict en fait. Ouais, il y a la sécurité et tout ce qui va avec, mais là, ce serait quel élément que vous avez perdu alors du coup? En fait, ce qu'on avait au niveau de l'échappement. Vas-y. Pardon. On avait ici mis tout ce qui est on avait mis un pare-chaleur ici au niveau de l'échappement. Et le problème, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte, mais avec les tours, on avait peut-être mal dimensionné la chose, mais on s'était un peu précipité pour le faire entre nos deux compétitions, donc après Barcelone, où nous l'avait un peu reproché, et la Croatie. Et le problème, c'est qu'avec l'aéro et la vitesse qu'on prenait, ça a commencé à forcer et on ne s'est pas rendu compte et il s'est arraché pendant l'endurance, à notre dernier tour de l'endurance. Ah putain, les boules. C'est ça, sur les 22 tours, au dernier tour, on se fait disqualifier, donc on était un peu dégoûtés. Ok, bon, en tout cas je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et le principe c'est que, tu fais ça, et une fois que tu n'es plus étudiant, du coup tu n'es plus concerné par ça, tu vas vers d'autres constructeurs. En fait la Formulation 1, ça nous offre énormément de portes en ce moment. Ah ouais? Par exemple, la Formule 1 regroupe énormément en Formulation 1, on ne se rend pas compte, mais on a quand même développé une monoplace. En termes d'aérodynamique, de dynamique véhicule, ou tout ce qui est gestion de l'énergie, on apprend énormément parce qu'on fait tout par nous-mêmes. Et la Formule 1 maintenant a mis en place des placements, c'est-à-dire vous pouvez faire 1 an en Formule 1 dans différentes entreprises. Et donc la Formule 1, faire de la Formulation 1 pour eux, c'est un réel plus. Et on s'en rend compte par exemple au sein de l'association. Cette année, on a pas moins de 4 personnes qui sont en Formule 1, qui sont en Formule 1 cette année, sur une équipe de 25 personnes. Ah, c'est bien ça. Et même, ça ouvre énormément de portes au sport automobile, parce qu'on arrive tout de suite avec les constructeurs, on comprend ce qu'on fait, et on a une aperçu à plus petite échelle de ce qu'on a pu faire auparavant. Du coup, ça te prépare à travailler sur les moteurs, sur la mécanique, sur les suspensions? Surtout. On fait tout. En fait, d'une part, ça nous apprend à designer les choses, on va faire les pièces nous-mêmes, ou sur ordinateur. Ça nous apprend aussi à comment on va les fabriquer, anticiper ces problèmes, parce qu'on va les fabriquer par nous-mêmes. Donc ça nous coûte le moins cher possible et que ça soit le plus fiable possible pour les petits problèmes qu'on a sur cette voiture au niveau de la fiabilité. Et après, tout ce qui va être dynamique véhicule, donc on va pouvoir régler la voiture, comprendre ce qu'on fait pour qu'elle soit de plus en plus performante et apporter des évolutions au fil des années. Et donc on va apprendre sur le côté mécanique parce qu'on fait tout par nous-mêmes, donc il faut être capable de monter, démonter, refaire les réglages sur le moteur. Au niveau contrôle de l'énergie, que ce soit sur le software directement avec la gestion de l'énergie de votre moteur, ou encore tout ce qui est contrainte au sein du véhicule, on apprend tout. Tous les secteurs, on apprend dans le domaine de l'automobile. Ok, donc un étudiant est capable de toucher à tout le véhicule. C'est ça. Après, on va être quand même spécialisé par pôle. Pour le développement, par exemple, on va avoir le pôle liaison au sol, le pôle châssis. Là, on vient de lancer le pôle électrique et le pôle aérodynamique. Moi, je suis au pôle électrique, donc c'est plus simple pour nous. Par exemple, j'ai développé la batterie, j'ai développé le faisceau, et on se regroupe par pôle pour pouvoir avancer. Et après, bien sûr, bien que je sois en pôle électrique, je suis amené à travailler sur les liaisons au sol, il faut que j'essaie de remonter les liaisons au sol. Je comprends ce que les gens font au châssis parce que je travaille avec eux pour intégrer mon powertrain électrique dans le châssis. Je vais échanger avec les gens des liaisons au sol aussi pour voir ce qu'on fait, si c'est compatible avec eux, comment on va positionner le courant pour sortir la puissance du moteur, ce genre de choses. Et enfin, avec l'aérodynamique qui vient s'intégrer autour de tout ça pour rendre le véhicule le plus performant possible. Ok, et quand est-ce qu'on dit les dates et on peut vous voir où en fait?
Alors ça, nous, le véhicule électrique, on va le sortir courant Non, mais avril. les courses, Les courses, alors ça, les dates. ça dépend des courses auxquelles on peut participer. En fait, on va réaliser des QCM pour pouvoir participer à différentes courses. Et les courses, c'est tout l'été. À chaque fois, l'été, on va avoir des courses dans le monde entier. Donc là, j'ai plus les dates précises de la Formula Student France. Nous, c'est la compétition auquel on a pour but de participer cette année. Et après, la plus grosse compétition au monde en électrique, c'est FS Germany, donc en Allemagne. Et en France, il n'y a pas de compétition homologuée? Enfin, Si, en France, du coup, ça va être à Lyon, à la Formula Student France à Lyon. Ah bah, je suis de là-bas. Très bien. Et bah, au niveau de. C'est où à Lyon? Je crois que c'est au niveau de Transpolis. Transpolis? C'est ça, oui. Ah, Et enfin, si tu as la date. la date, je l'ai plus en tête. Enfin, ouais, c'est pas. Du coup, c'est pour 2025 alors. Ça sera 2025 maintenant. c'est ça. Janvier. C'est vraiment fin août. Ah, fin août. C'est Ah, ça. fin août, début septembre. Alors. C'est ça. Formula Student France, c'est vraiment fin août. C'est Ok. ça, c'est fin août. Et si on Dernière va, semaine d'août. et si on va sur les stacks, vos trucs universitaires d'étudiants, Oui. on a la date. Non, ça, la date, ça sera à retrouver. Vous tapez directement Formula Student France et c'est eux Ouais. qui ont la date. Nous, après, ce qu'on va voir sur le site internet, c'est comment développer la voiture, nos différents partenaires. Autrement, les dates de course en France, on les a. Les dates de course en France, il n'y a que Formula Student France pour l'instant. Et donc, c'est à ça qu'on peut retrouver. Chaque compétition a son site internet avec ses propres dates et son propre règlement aussi, même si tout le monde se base sur le règlement de l'Allemagne. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Ok. Et Charles ça marche, quoi. Ouais, merci beaucoup. Donc, les petits loups, à Lyon, j'irai les filmer. Franchement, super bien. Bon, après, le seul embrouille, c'est que c'est électrique. L'électrique, c'est. Faut aimer. Regardez, j'ai un truc sympa qui est à côté. C'est ça. Au cinéma, le 23 octobre, Transformers. Alors, avant, c'était des bons vieux camions thermiques. C'est toujours des capteurs thermiques. Mais imaginez un petit peu, vous mettez de l'électrique dedans. Et ben, je sais pas comment ils vont faire, les mecs, mais. Mégatron. Le super gros vilain. Tenez, si vous voulez scanner le code. Optimus Prime, Bumblebee, c'est sympa. Et là, forcément, le commencement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, les petits loups? Ah bah après, c'est Game One comme ce qu'on a eu à Lyon, en fait. Et là, c'est Expo Pop Culture. C'est bon, de la Vegas, on va voir ce que c'est. Bon, il y a pas mal de trucs à la vente. Et celui-là, c'est pour 13,30 les petits. Putain, c'est marrant si tu as envie d'acheter le bon vieux camion Agence Touring, c'est les petites tortues ninja, Fast and Furious, la voiture de Dom. Bah tiens, on va aller la voir. La voiture de Starsky et Hutch. Tout ce qui est en relation avec l'auto, regardez. Il y a même un livre avec toutes les voitures iconiques. C'est sympa. Allez, je reviendrai pour 13,30. Il y a même du Batman et Fast and Furious. Allez, go.